En mars 2011, les troupes du colonel Mouammar Kadhafi sont en chemin vers Benghazi, la deuxième ville du pays depuis laquelle se déroule une rébellion qui veut renverser le guide libyen, soi-disant sous l'impulsion du peuple libyen ayant marre d'être sous la domination d'un dictateur depuis 1969. Dans le même temps, Alain Juppé, chef de la diplomatie française, prend son avion et s'envole directement vers les États-Unis à l'ONU, où il demande une intervention armée du Conseil de sécurité pour renverser le dictateur et sauver, dit-il, le peuple libyen de la domination. C'est le 17 mars 2011 qu'il fait donc son discours face aux membres du Conseil de sécurité et le jour même, le Conseil de sécurité vote la résolution 1973 donnant l'autorisation d'utiliser toutes les forces nécessaires pour empêcher Kadhafi de nuire. Le 19 mars, donc seulement 2 jours après son discours, mais aussi après la résolution 1973, les armées britanniques, françaises et américaines envoient des avions pour bombarder les résidences et les points stratégiques de la Libye pour arrêter Kadhafi. Mais arrêter serait pas le bon mot. En réalité, mettre hors d'état de nuire, supprimer, assassiner seraient des mots plus judicieux. Parce que comment arrivez-vous à expliquer qu'en simplement 2 jours, on arrive à coordonner 3 grandes armées internationales pour attaquer un pays? Quand on sait qu'aujourd'hui en Palestine, il se passe ce qui s'y passe. Quand on sait qu'aujourd'hui au Soudan, au Congo et plein d'autres endroits dans le monde, il se passe ce qui s'y passe sans que l'ONU n'arrive à trouver de point d'accord, sans qu'aucune armée étrangère n'arrive à se coordonner avec une autre pour calmer les choses. Il y a donc anguille sous roche et ce coup n'a pas été prévu en 2 jours. En réalité, c'est 42 ans qu'il a fallu aux États-Unis pour mettre leurs alliés dans leur poche et enfin se débarrasser de Kadhafi. Oui, depuis 1969, dès la révolution du colonel, certaines choses ont commencé à se mettre en place et ce sont ces mécanismes que nous allons étudier dans cette vidéo parce que l'histoire de Kadhafi, pour certains, c'est l'histoire d'un grand révolutionnaire gentil qui ne devait pas mourir, etc. Pour d'autres, c'est un dictateur qui a fait des choses sales, qui a fait ceci, cela. Mais la réalité, c'est qu'en politique, en géopolitique, tout ça, il n'y a que des intérêts. Et dans cette vidéo, nous allons expliquer comment est-ce que Kadhafi a réussi à s'établir en tant que grand révolutionnaire panafricain d'un côté, mais aussi en tant que tyran de l'autre. Dans cette vidéo, nous allons voir l'une des plus grandes leçons de géopolitique, selon moi, sur le continent africain. L'histoire de Kadhafi, c'est vraiment, en l'étudiant, un mélange d'espoir, de désespoir, de plein de choses. Et c'est vraiment super intéressant. Donc, nous allons essayer de faire entre 2 et 3 parties pour ces vidéos-là parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Dans cette vidéo-là particulièrement, nous allons aborder le plan de Kadhafi. Parce que Kadhafi était, sans aucun doute, un jeune génie. Quand il était plus petit, le temps qu'il devienne président, comment est-ce qu'il a fait pour prendre les rênes du pouvoir? C'est une véritable leçon d'un plan clair, d'un plan travaillé pendant des années et c'est super intéressant de voir ça. De l'autre côté, pour les prochaines parties, nous allons voir comment est-ce qu'il a réussi à se mettre à dos les États-Unis, comment il a fait pour avoir comme allié la France à un moment, Sarkozy, comment tout ça s'est déroulé et petit à petit jusqu'à la fin, nous allons voir en 2 et 3 vidéos. Donc, merci beaucoup et on se voit après le générique. Djanwali tout le monde, ici Afzal, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait très longtemps pour les habitués. Pour les nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'ici on parle de géopolitique africaine et nous allons parler d'autres choses, peut-être d'économie, de choses comme ça. Ça va être intéressant, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et sans plus tarder, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas venu ici qu'il ne faut pas que je vous laisse attendre dans les blabla. Allez, on commence la vidéo. Durant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a un certain mystère derrière la naissance de Kadhafi. Parce que plusieurs sources témoignent de plusieurs choses différentes. Certains disent que c'est le fils d'un soi-disant colon italien qui aurait eu un enfant avec une Libyenne. Il y a d'autres qui disent que c'est le fils de son père officiel et de sa mère officielle. Bon, en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a un certain mystère, que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec les différents éléments de sa naissance. Mais l'information qui revient le plus souvent, c'est qu'il est né en 1942 en Libye, dans le désert sous une tente au sud-est de la région de Sirte. Pour les plus historiens d'entre vous, vous aurez remarqué qu'en 1942, on est en plein dans la Seconde Guerre mondiale. Ce qui veut dire que Kadhafi naît dans un environnement extrêmement violent, né dans une famille extrêmement pauvre,
Kadhafi n'a pas d'autre choix que de s'occuper des tâches quotidiennes avec ses 3 sœurs et sa mère. Son père, qui est un éleveur, est obligé d'aller paître les animaux très loin parce que, comme je le rappelle, ils sont dans une zone désertique. Donc Kadhafi, il reste à la maison, il cultive un peu d'orge, un peu de blé et aussi il s'occupe des petits animaux qui ne suivent pas son père pour paître avec les plus grosses bêtes. C'est ainsi donc que Kadhafi, on va se rendre compte que c'est un enfant très curieux. C'est un jeune homme qui pose beaucoup de questions, qui s'intéresse à tout, qui veut aider, qui participe en fait à sa communauté, dans sa famille et autour. Et de ce fait, son père va même lui reconnaître un certain talent, une certaine intelligence différente des autres enfants et va le conduire vers l'enseignement islamique. C'est donc comme ça qu'il va se faire éduquer par un maître coranique qui va lui apprendre le Coran, la prière, etc., etc. Et ce maître coranique va également déceler en lui une certaine intelligence, un certain sens du questionnement et va en parler à ses parents. C'est donc ainsi que dans sa famille, il avait un oncle qui habitait un peu plus loin dans une sorte de petit village, petite ville où il y avait une école et cet oncle va proposer à ses parents de récupérer Kadhafi pour qu'il puisse faire des cours à l'école. C'est donc comme ça qu'à l'âge de 9 ans, Kadhafi rejoint les bancs du système scolaire colonial. Mais Kadhafi, en dehors de son intelligence, c'est un enfant qui a grandi bercé par les histoires de son peuple vaillant qui a combattu contre le colon italien et bien d'autres colonisateurs. D'ailleurs, son grand-père direct est mort lors d'une résistance face aux Italiens et son père a été gravement blessé par ces mêmes Italiens pendant la colonisation. Donc Kadhafi, c'est un enfant qui grandit dans une certaine fierté bédouine de ses ancêtres, mais aussi directement de son père, de son grand-père, de sa famille proche, qui vont lui donner un sentiment d'appartenance à cette communauté-là, mais aussi un sentiment d'injustice, parce qu'il se rend bien compte qu'en Libye, les Bédouins, les nomades et tout ce peuple-là, mais pas seulement les Bédouins, mais les autres peuples de la Libye, sont profondément pauvres par rapport à certaines classes de la société libyenne. Et vous comprendrez qu'on n'a pas besoin de faire de longues études de sociologie pour comprendre que ça va matrixer le jeune Kadhafi, qui, lorsqu'il arrive à l'école, se rend bien compte de la différence sociale qui existe entre lui, certains de ses camarades bédouins également, et les autres tranches de la société. Parce que si je dois le rappeler ici, l'école à une certaine époque n'était réservée qu'aux enfants du roi, qu'aux enfants de la noblesse, et vraiment de rares élus comme Kadhafi ou ses camarades qui étaient reconnus pour un certain talent intellectuel. D'ailleurs, un des anciens camarades de Kadhafi disait que dans leur école, ils étaient que 4 ou 5 bédouins et que la famille de Kadhafi était tellement pauvre qu'ils n'avaient que quelques dattes sèches à manger à la récréation pendant que ses camarades mangeait des goûters plus intéressants. Kadhafi, très studieux, va réussir à terminer les 6 années d'études prévues en seulement 4 ans. Pour que vous vous rendiez compte de la prouesse, on parle bien d'un enfant qui ne mangeait que des dattes séchées à 10h à midi, mais qui a réussi à compresser, condenser 6 années d'études en 4 ans. Loin de moi la volonté de vouloir dire que Kadhafi était exceptionnel, mais il faut bien reconnaître que ce n'était pas un enfant comme les autres. C'est peut-être ça que ça signifie, exceptionnel. Mais bref, tout ça conduit le jeune Kadhafi à l'école secondaire dans une autre ville dans laquelle ses parents et sa famille vont l'accompagner parce qu'ils sont très proches de cette famille-là. Ils vont l'accompagner pour qu'il puisse faire ses études secondaires et c'est au secondaire, pendant ses études secondaires, qu'il va vraiment s'introduire à la politique et à la philosophie. Kadhafi est un grand lecteur parce que très curieux de la vie qui l'entoure. Kadhafi veut percer les secrets de la nature mais aussi les secrets de ce monde où les Italiens, les Blancs, les Occidentaux en général sont arrivés et ont fait croire à son peuple qu'ils étaient des sous-hommes alors que ce peuple-là s'est vaillamment battu pour sa liberté. C'est un homme qui est fortement attaché à sa liberté de réfléchir et sa liberté d'entreprendre et de vivre et sa liberté dans le sens large du terme. Même si on verra que par la suite, quand il aura le pouvoir, ces libertés-là, lui, ça va un peu changer, mais bref, je vais pas aller trop vite. Donc, à l'école secondaire, il s'introduit à la politique, la philosophie, notamment en lisant les livres de Lincoln, il tombe complètement par hasard sur un livre de Lincoln, sur l'abolition de l'esclavage, sur la façon dont les Noirs aussi se sont libéré de cette oppression américaine et occidentale en général et il est fasciné.
Ensuite, de lecture en lecture, il va tomber sur Mao Zedong, il va lire également Sun Yat-sen qu'il considère comme le père fondateur de la Chine actuelle, celui qui a mis en place le véritable développement de la Chine, et ça va beaucoup l'inspirer. Mais parmi toutes ces lectures, il y en a une qui est extrêmement importante dans la vie de Kadhafi et qui va le suivre jusqu'au bout, c'est la lecture de Gamal Abdel Nasser. En réalité, Kadhafi est complètement obnubilé par cet homme. Gamal Abdel Nasser, un homme qui a réussi à, entre griffes en tout cas, rassembler le peuple arabe sous des objectifs communs. Sous Nasser, plusieurs choses changent. Un jeune homme très intelligent, charismatique, qui réussit à faire plier les volontés un peu égoïstes souvent des chefs d'État arabes. Parce que, quoi qu'on dise, les chefs d'État dans tous les pays africains comme non africains sont des personnes qui ont un ego démesuré. Et ce n'est pas méchant, mais pour devenir président, leader, chef d'État, chef militaire, ce genre de choses, vous devez avoir un ego certainement démesuré dans le sens où vous devez vous sentir capable d'être celui qui donne la direction à des millions et des millions de personnes. Donc, ce n'est pas un affront ou une insulte quand je dis ça, mais il faut le reconnaître, ça prend un peu de ça pour devenir chef d'État. Et c'est dans ce sens-là que Kadhafi se dit, mais Nasser, il est différent. C'est qu'il réussit à faire comprendre aux autres que l'ego ne va pas nous aider à avancer, ou du moins les aider à avancer, parce que Nasser, il est dans le panarabisme, il prône vraiment une union générale de tous les États arabes, surtout contre leur ennemi juré, Israël. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il arrive à rassembler ces gens-là. D'ailleurs, il est encore au secondaire quand il décide avec quelques collégiens, quelques amis à lui, d'aller en Égypte pour se battre pour Nasser lorsque la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et Israël commencent à attaquer l'Égypte suite à la nationalisation du canal de Suez, qui était un grand coup de Nasser. Malheureusement, il n'arrivera jamais en Égypte, je ne suis pas sûr de savoir pourquoi, mais la mission sera avortée. C'est juste pour vous montrer que ce jeune homme-là, qui n'avait même pas encore 18 ans, se rendait compte que Nasser était un envoyé spécial pour le monde arabe, ou en tout cas, c'est ce qu'il pensait. C'est donc autour de ses 17 ans que Kadhafi se dit « Il va falloir qu'on change les choses sérieusement et profondément dans ce pays qui est la Libye. » Donc, il va commencer à prospecter autour de ses camarades. Il va regarder qui a quel genre de philosophie, qui réfléchit et pense à la Libye de demain, qui veut des postes juste pour manger de l'argent, qui veut vraiment un changement et petit à petit, il va cibler des personnes. Il va cibler des personnes, il va discuter, il va se former une petite cellule clandestine avec laquelle il va tout faire pour un jour atteindre la révolution libyenne. Parce que la réalité, c'est que comme je le disais au début, il y a un profond mal-être social en Libye. Mais pas que, dans plusieurs pays d'Afrique, on y reviendra dans d'autres vidéos, il y a un profond mal-être social. Parce qu'on a une certaine classe de la société qui exagère complètement et on a une autre classe de la société qui n'arrive même pas à survivre et avoir accès à des services de base, à la santé, à des enfants qui meurent pour des blessures vraiment ridicules, des fractures qui tuent des enfants en Afrique, il y en a encore. Donc, c'est pour vous dire, il y a un profond mal-être social qui naît dans ces peuples-là qui sont complètement oubliés par les pouvoirs centraux. D'ailleurs, en Libye, ce mal-être-là, il est en deux parties. La première partie, c'est vraiment lors de la violente colonisation italienne et surtout de Mussolini, parce que Mussolini va faire arriver beaucoup d'Italiens en Libye et va vraiment opprimer fortement la Libye. Les Libyens vont souffrir de travaux forcés, ils vont être exécutés de façon sommaire, aucune résistance n'était tolérée, les Italiens vivaient dans le beurre, dans l'opulence complète et les Libyens étaient parqués dans des endroits vraiment sales, invivables. Ensuite, le deuxième mal-être qui arrive, c'est la monarchie libyenne elle-même. Parce que lorsque Mussolini est battu et qu'après les troupes alliées réussissent à récupérer la Libye, eh bien, on a le monarque qui s'était enfui qui revient pour installer la monarchie. Et donc, ainsi que la monarchie libyenne va vraiment courber les chines, va complètement se donner et offrir la Libye aux alliés, j'ai nommé surtout la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et en fait, pour des gens comme Kadhafi, qui sont nés dans
dans la souffrance, qui ont grandi, qui ont vu la misère de ce peuple libyen-là, c'est vraiment extrêmement difficile de voir une monarchie elle-même libyenne, parce que c'était plus facile de voir des Italiens, des étrangers faire du mal au peuple que de voir des Libyens eux-mêmes perpétrer ce schéma-là. Alors Kadhafi se dit, ça va être le moment où c'est à nous de prendre nos responsabilités. En plus, le roi Idriss, la vérité, c'est que c'est un bon collaborateur, comme on dit, parce qu'il va donner libre cours aux entreprises étrangères, notamment britanniques et américaines surtout, pour l'exploitation abusive du pétrole libyen, un pétrole de grande qualité. De plus, il va concéder des espaces super stratégiques de la Libye pour des bases militaires américaines, donc des États-Unis et aussi de la Grande-Bretagne. Parce que lorsqu'on regarde par exemple la carte de la Libye, on se rend bien compte que c'est une zone super stratégique vis-à-vis des ambitions expansionnistes de l'Occident. Parce que dans tous les cas, la Libye est très proche d'Israël et avoir la Libye comme allié permet d'assurer une certaine sécurité pour l'État d'Israël, mais aussi pour les intérêts pétroliers et le commerce international avec la mer et aussi les différents canaux qui sont proches. Surtout que l'Égypte et l'Algérie sont des problèmes géopolitiques pour les États-Unis. Donc, en fait, la Libye est tellement bien placée, surtout avec ses voisins, le Tchad, etc. Ils vont vraiment se dire, il faut que le roi Idriss soit bien. Comme ça, nous, on est bien et voilà. Sauf que Kadhafi, pour lui, c'est inadmissible. En 1963, il obtient enfin son baccalauréat en philosophie et il décide d'organiser une grande assemblée générale dans laquelle il va faire participer tous les membres de sa cellule secrète. Dans cette assemblée générale va être discuté les différentes orientations des membres de cette cellule. Il est décidé donc que Kadhafi et un certain groupe de personnes devront se battre pour infiltrer l'armée, avoir des postes importants et les informations suffisantes pour pouvoir lancer la révolution. Comme je le disais en tout début de vidéo, ça montre à quel point le plan de Kadhafi était clair, au moins jusqu'à ce qu'il obtienne le pouvoir. Et ça, c'est une leçon super intéressante. Parce qu'aujourd'hui, dans notre jeunesse, nous manquons énormément de plans clairs. Nous courons derrière des dollars, des euros, des CFA. Nous courons derrière l'argent pour pouvoir réaliser nos rêves. Mais en réalité, Kadhafi n'avait pas un sou. Mais il avait un objectif clair à la fin. Et je ne sais plus qui le disait, mais un idiot avec un plan clair peut battre un génie sans plan. Vraiment, il faut que vous m'aidiez à retrouver qui a dit ça dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais il y a quelqu'un qui a dit ça et j'ai trouvé ça super important, c'est resté dans ma tête. Donc, vraiment, n'oubliez pas, essayez d'écrire des plans. Surtout pour tous ceux qui veulent se lancer en politique, qui veulent rentrer dans la géopolitique, etc. Ce sont des domaines hyper complexes. Il ne faut pas juste s'asseoir, regarder les Alassane Ouattara là en train de faire la politique en Côte d'Ivoire et puis ça chauffe, et puis tout le monde est fâché et puis voilà. Puis se dire non, c'est un traître, c'est pas un traître. Et puis la bagarre, c'est est-ce que c'est un traître, c'est pas un traître. Non, écrivez votre plan clair. De toute façon, votre tour va arriver. Notre tour va arriver. Et qu'est-ce qu'on fera de ce tour-là? C'est ça la question. Quand nos enfants vont faire des vidéos YouTube aussi sur nous, on verra bien ce qu'ils diront. Donc, travaillez sur votre plan. C'est tout ce que j'avais à dire. Digression, désolé. Fin d'année 1965, Kadhafi reçoit une bourse. Il est invité à aller se former à la British Army Staff College Sandhurst. Sauf que Kadhafi refuse. Parce que comme je l'ai dit, Kadhafi, c'est un homme qui, vraiment, il a des grosses valeurs anticoloniales. Et pour lui, le fait même d'aller étudier avec des instructeurs britanniques, ça l'énerve. Donc, il va refuser cette bourse-là, il va refuser cette opportunité. Il va plutôt s'inscrire, quand même en Grande-Bretagne, il va aller pour des études, mais il va plutôt s'inscrire à l'université pour faire des études, je sais plus de quoi, sociologie ou philosophie, quelque chose, je sais plus trop de quoi. En tout cas, à son retour, il va écrire un mémoire sur la logistique de l'armée pendant des campagnes de guerre. Ce mémoire va lui valoir d'être gradé au rang de capitaine. En 1967, il se passe un événement tragique pour Kadhafi. En tout cas, selon lui, c'est un événement tragique. En fait, cet événement-là, c'est la guerre des 6 jours. Les alliés d'Israël sont vraiment trop nombreux et puissants. La France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres vont très rapidement appuyer Israël
qui va laminer les États arabes. Une humiliation telle que l'Égypte a perdu la bande de Gaza, le Sinaï, mais aussi la Syrie a été amputée d'une partie d'elle. Et de plus, la Jordanie perd la Cisjordanie, mais aussi Jérusalem-Est. Donc en fait, les États arabes sont tellement battus que Israël triple de superficie en l'espace d'une semaine. L'humiliation est totale et Gamal Abdel Nasser tente même de se suicider tellement il est dépassé par cette situation. Et Kadhafi, comme je l'ai dit, il nourrit un respect incroyable envers Nasser. C'est son envoyé de Dieu. Et cet envoyé-là vient de se faire battre sans qu'il ne puisse rien faire. De plus, le roi Idriss avait une politique très hypocrite vis-à-vis de ses confrères arabes. Pendant qu'il envoyait un peu de sous à l'Égypte et à la Syrie pour leur dire « Ah, regardez, je vous soutiens. Ah, regardez, je vous soutiens. » Du même coup, il a permis aux Américains et aux Britanniques d'utiliser les bases aériennes qu'il leur avait données en Libye pour ravitailler Israël pendant la guerre. Et on parle de ravitaillement, pas seulement en nourriture, il y a des ravitaillements en armes, etc. Donc, la Libye a servi de base arrière pour Israël, pour défaire les armées arabes, notamment celles de Gamal Abdel Nasser, ce que pour Kadhafi est un affront incroyable. Et pas que pour Kadhafi d'ailleurs. Le peuple libyen en général a honte. Parce que imaginez à quel point cela est choquant de voir un jour comme ça un Égyptien, allez, on discute et il va dire « Ah, de toute façon, toi, ton pays, vous êtes des peureux, vous avez rien fait. Pendant la guerre, vous étiez là, vous avez rien fait. » En fait, il y a une profonde humiliation au sein même du peuple en général et de l'armée libyenne qui considère que le roi n'est rien d'autre qu'un vendu. Mais ça reste le roi et on respecte la monarchie. Et à la base, Kadhafi, il était toujours en train de bien préparer ses affaires, mais cet événement-là va faire qu'il va décider avec ses compagnons d'avancer la date de la révolution. Le rendez-vous est donc pris le 12 mars 1969. Sauf qu'à cette période-là, il y a des chamboulements, il y a des choses. Donc, il dit à ses camarades de patienter et il décale. Finalement, il décide de passer à l'acte dans la nuit du 30 août au 1er septembre 1969. Nom de l'opération Jérusalem. D'ailleurs, le moins que l'on puisse dire, et quand je lisais les différents éléments, j'étais en mode ouais, mais c'est fou à quel point le coup d'État était fluide. C'est que le coup d'État était vraiment très fluide. Il ne s'est passé aucune réaction de la part de l'armée. Sauf un tout petit incident relaté par Patrick Beko. Je vous invite d'ailleurs à lire son livre, excellent livre, Objectif Kadhafi. Je vous invite vraiment à lire ce livre. Il est un peu épais, mais il donne des informations incroyables. Surtout qu'à la fin, il met beaucoup de documentation de la CIA, en tout cas, plein de documentation comme ça. Allez acheter le livre, c'est super intéressant. Et pour ceux qui ne connaissent pas Patrick Beko, c'est quelqu'un qui est très impliqué dans la cause congolaise aujourd'hui, contre le M23, le Rwanda, quelqu'un qui écrit beaucoup sur les problèmes africains, ou bien au moins aller regarder ses interviews sur YouTube, vous allez kiffer. Bref, dans son livre, il parle justement d'un petit incident qu'il y a eu à la radio de Tripoli, lorsque les gardes en fait de la radio ont cru à une attaque israélienne qui se serait déjà déroulée de la sorte au Liban. Les gardes l'armée israélienne a attaqué la radio, etc. Donc, les gardes là-bas, ils ont tout de suite réagi, mais quand ils se sont rendus compte que c'était des collègues de l'armée libyenne, ils se sont calmés et ils ont rejoint les révolutionnaires. Et tout ça, Kadhafi gère ça à distance de Benghazi. Il pilote les différentes activités, les différentes unités dans les différents endroits, lieux stratégiques à attaquer. Et ce jour-là n'est vraiment pas fortuit. Kadhafi n'a pas choisi cette nuit-là pour rien. En réalité, le roi est en Turquie en ce moment-là avec un certain collège de militaires et pour ses soins de santé ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, il est en Turquie et pendant ce temps, c'est son successeur qui est au palais avec leur homme de main. Donc, le roi n'étant pas là et certains grands de l'armée aussi n'étant pas là, et sachant que l'armée était déjà fâchée contre le roi, on avait déjà les astres qui s'alignaient. Sauf que les astres vont encore plus s'aligner lorsque Kadhafi sera mis au courant que les Américains voulaient faire tomber le roi Idriss le 5 septembre 1969. Et qu'une partie de l'armée avait déjà commencé à être mise au courant, vu que Kadhafi l'a appris par un membre de l'armée, pour que ces gens-là
ne réagissent pas lorsque le coup d'État serait mis en place. Parce que les Américains considéraient qu'en réalité, le roi Idriss avait fait son temps et que trop vieux et que voilà. Donc, ils souhaitaient vraiment l'écarter et ils n'étaient pas d'accord aussi que le roi Idriss cède son trône à son successeur. Leur poulain à eux, c'était Omar el-Shelhi. J'espère que je prononce bien. C'était lui le poulain, le patron de l'armée libyenne. Mais Kadhafi, mis au courant par ses services secrets, va profiter de ça parce que lorsque Kadhafi met en place le coup d'État, il a une partie de l'armée qui est derrière lui, ça y a pas de problème. Sauf qu'il y aurait une autre partie de l'armée qui serait pas derrière lui et qui aurait pu créer des problèmes. Sauf que l'armée est un peu perturbée vu que les Américains ont dit à une autre partie de l'armée, laissez faire, c'est nous, on est en train de gérer, c'est pour que vous, votre boss, Omar el-Shelhi, soit président. Donc cette partie aussi de l'armée, les soutiens à el-Shelhi, à Omar, ils vont laisser faire. Donc, même ceux qui auraient voulu réagir, en réalité, ne seraient pas assez réactifs. Et c'est comme ça que Kadhafi réussit à renverser la monarchie, mais avec une fluidité tout à fait respectable. En tout cas, si on peut respecter une révolution, en tout cas, c'est pas mal bien fait. Parce que personne ne va mourir, il n'y aura pas de blessés, vraiment pas d'effusion de bain de sang, propre quoi le coup d'État. Le 1er septembre, le matin, les Libyens se réveillent avec la voix d'un homme à la radio qui proclame la République de Libye et la chute de la monarchie. Les officiers putschistes, qu'on appelle aussi les unionistes, c'est comme ça leur nom, vont d'ailleurs mettre en place le CCR, Conseil de commandement de la Révolution, composé de 11 membres plus un Kadhafi. Et les Libyens vont rester quand même dans une certaine, et pas que les Libyens, les Occidentaux, tout le monde va rester dans un certain questionnement. Parce qu'on ne sait pas, au 1er septembre, qui est le chef de ce CCR. Les premiers mots de Kadhafi lorsqu'il renverse la monarchie sont pour Nasser. Parce que lorsqu'il rencontre, en tout cas lorsque son équipe rencontre l'émissaire égyptien venu pour discuter avec eux, pour savoir qui ils sont, dites à Nasser que cette révolution a été faite pour lui et que maintenant il peut utiliser toutes les forces de la Libye dans la guerre et dans la lutte pour le panarabisme. Mais vous savez, lorsqu'on fait un coup d'État, il faut faire très attention à plusieurs choses. À l'interne, qui sont ceux qui peuvent vous évincer, mais aussi à l'extérieur, qui sont ceux qui peuvent vous évincer. C'est ça la réalité de la géopolitique, aussi bien en Occident, en Orient, partout, mais surtout en Afrique. Et donc Kadhafi, au début, il va user de ruses, de stratégies, parce qu'il sait que les Occidentaux s'en foutent de qui dirige la Libye. Eux, ce qui les intéresse, c'est de savoir est-ce qu'ils vont continuer de manger. Donc, il va directement rassurer tous les Occidentaux et aussi l'Orient. Il fait convoquer la France, la Grande-Bretagne, l'URSS et les États-Unis pour les rassurer sur le fait que les engagements qui ont été pris par le roi ne seront pas caducs parce que la monarchie est tombée et que eux, ils sont dans un processus, donc tout va bien se passer. Parce que la vérité, c'est que lorsque vous faites un coup d'État, que vous soyez un ex-terroriste, un ex-voyou, un ex-délinquant, comme on en voit au Soudan ou au Yémen, ou on en a vu aussi en Syrie, on voit ça partout, que vous soyez un ex peu importe quoi, que vous ayez fait peu importe quoi, si vous arrivez à la tête d'un État et que vous êtes adoubé par les puissances régaliennes de l'ONU, j'ai nommé le Conseil de sécurité, le monde entier va vous accepter, ils n'ont pas le choix. Et ces 4 grands-là, Kadhafi sait qu'il a besoin de leur accord pour avancer. Donc lorsqu'il met en place cette stratégie disant que tout va bien se passer, vous allez garder vos avantages, vous inquiétez pas, nous on est là, c'est juste pour la forme, ils adoubent le coup d'État et reconnaissent le CCR comme organe gérant la Libye. Sauf que c'était leur première grande erreur. Maintenant que le premier objectif est atteint et que le CCR est considéré comme l'organe gérant la Libye, Kadhafi est le leader du CCR. Donc, il est automatiquement accepté comme leader maintenant, chef, président, chef d'État, tout ce que vous voulez, de la Libye. Mais ce n'est que le 15 septembre 1969, après toutes les discussions avec l'Égypte, l'ONU, tout ça, que Kadhafi apparaît au grand jour. La population voit apparaître un beau jeune homme de 27 ans, charismatique,
propre sur lui et qui sait parler à la foule, mais aussi qui semble avoir une vision très claire de ce qu'il veut pour la Libye. De plus, du haut de ses 27 ans, il devient colonel. C'est donc ainsi en fait que le capitaine Kadhafi devient colonel suite à son coup d'État pour question aussi de légitimité vis-à-vis de l'armée. Et tout ce que je dis là, vraiment, ce n'est pas pour encenser le monsieur, mais c'est factuel. C'est ce qui s'est passé jusque-là. Dans la suite, on va voir qu'il va faire des choses très peu recommandables et qu'il va jouer beaucoup avec la politique, les intérêts, etc. Mais n'empêche que jusqu'ici, Kadhafi, il fait un sans faute. Et au début, le moins que l'on puisse dire, ça reste quand même que le CCR est très efficace. Et quelques-unes de leurs mesures fortes, je vais vous en lire quelques-unes. On parle d'abord augmentation du salaire minimum, réduction de 40% des loyers de tous les Libyens, politique de blocage des prix pour éviter qu'ils ne montent trop, limite à 60% des transferts des fonds des résidents étrangers pour permettre, en fait, pour obliger finalement ces résidents étrangers-là à dépenser l'argent qu'ils gagnent en Libye directement dans le marché libyen. Parce que lorsque vous faites beaucoup d'argent en Libye et que tout votre argent est rapatrié en France ou en Grande-Bretagne, la Libye n'en profite pas. C'était d'ailleurs une des raisons des conflits entre les communautés indiennes et locales et ougandaises en Ouganda, parce que beaucoup de ces Indiens-là faisaient partir tous les fonds qu'ils gagnaient, alors que c'était beaucoup des entrepreneurs, etc., directement en Grande-Bretagne ou en Inde. Et l'Ouganda n'en profitait pas. Donc, il y a eu ce tumulte-là après avec Idi Amin Dada, des choses. Bon, en tout cas, allez voir la vidéo sur l'Ouganda, vous allez comprendre. Quelques mois seulement après avoir pris le pouvoir, Kadhafi est victime d'une tentative de coup d'État le 7 décembre 1969. Et comme je l'avais dit déjà, Kadhafi, son plan n'est pas écrit depuis hier ou avant-hier. Ça ne l'a pas surpris d'être chef de l'État. Donc, il avait un réseau d'espions déjà tellement bien implanté, un réseau d'information tellement déjà fort que le coup d'État, c'est un coup d'épée dans l'eau, il ne se passe absolument rien. Avec son équipe, ils vont décider maintenant de s'attaquer aux éléments stratégiques d'un pays. L'éducation, la finance et les ressources naturelles. Et pour vraiment financer tous ces projets d'éducation et de politique sociale vraiment généreuses, Kadhafi a besoin de sous. Ces sous-là, il doit les trouver dans les deux autres secteurs stratégiques que j'ai nommés, la finance et les ressources naturelles. Concernant les ressources naturelles, c'est très simple, c'est le pétrole. Le pétrole est très très important pour la Libye et génère beaucoup d'argent pour la monarchie et l'Occident de base. Mais Kadhafi sait qu'en tapant très fort, trop vite sur le pétrole, il va trop vite s'attirer les foudres de toutes ces puissances internationales qui en jouissent de façon allègre. Donc, Kadhafi il va d'abord s'attaquer aux banques. Il va aller progressivement. Donc, il va commencer par dire, voilà, vous devez nationaliser à hauteur de 40%. Puis, il nationalise à hauteur de 50, puis 51, avant de nationaliser les banques à près de 100%, finalement, nationaliser toutes les banques étrangères en Libye. Bien sûr, certains actionnaires seront indemnisés, d'autres seront tout simplement évincés de leur poste parce qu'en griffe, ils ne collaborent pas, même si on peut appeler ça quand même un braquage des banques internationales. Il faut comprendre que nos pays souffrent particulièrement du fait de la présence de banques internationales. Pour vraiment expliquer ça de façon bateau, et les économistes me pardonneront de cette explication, mais en réalité, nos économies sont extrêmement fragiles du fait que nos plus grandes banques dans certains de nos pays, la plupart de nos pays, sont des banques étrangères. Notamment, je prends l'exemple en Afrique de l'Ouest que je maîtrise un peu plus avec le franc CFA. Déjà, on a une monnaie qui n'est pas une monnaie souveraine. Nous n'avons aucun droit sur cette monnaie. Nos banques centrales ne peuvent rien faire pour cette monnaie. Lorsque nos gouvernements veulent injecter de la liquidité, ils ne peuvent pas sans passer par la France ou bien par la CEDEAO, l'UEMOA, machin. Ils n'ont pas le droit de jouer avec cette monnaie-là comme certains jouent avec leur monnaie quand c'est leur monnaie souveraine. L'inconvénient aussi de ce même franc CFA, c'est que à l'intérieur du système bancaire de nos pays en Afrique de l'Ouest, ou je pense en Afrique en général, on a beaucoup de banques internationales qui ne vont pas prendre le risque d'investir sur les populations locales. Parce que la réalité, une banque est une entreprise dans laquelle on veut faire plus de cash. Pensez-vous vraiment qu'en dehors d'une banque,
souveraine, citoyenne, vraiment qui est là pour le développement du pays dans lequel elle se trouve, les autres banques vont faire des financements risqués? Bien sûr que non. Une banque étrangère va privilégier des financements sûrs, des placements sûrs, avec des rentabilités sûres ou, à minima, des garanties équivalentes. Sauf que si dans nos pays, nous voulons avoir un développement assez sérieux, il faut que les banques aient confiance en la population pour financer des projets risqués. Bien sûr, on est d'accord qu'il faut un minimum de garanties, mais des projets risqués qui vont permettre de créer plus de valeur. Mais avoir, par exemple, des banques italiennes, françaises ou je ne sais quoi dans votre pays ne vous aidera pas à aller de l'avant. Kadhafi, il avait compris ça et avec son équipe, ils vont nationaliser ces banques-là. Oui, d'un côté, c'est un braquage parce qu'il va prendre de l'argent qui ne lui appartient. Et certains actionnaires, oui, seront indemnisés, mais à quelle hauteur? Et les autres actionnaires qui ont été évincés parce qu'ils étaient contre cette mesure, est-ce qu'ils sont sortis avec $0? C'est compliqué. Donc, ça reste un braquage et c'est pas correct vis-à-vis des actionnaires, mais ça reste que la Libye avait besoin d'avoir des banques souveraines qui allaient investir dans l'économie du pays. Donc, au final, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Non, factuellement, c'est une décision qui a des avantages et des inconvénients et finalement, ce n'est ni forcément bien ni forcément mal. Donc, comme je dis, certains souverainistes vont dire oui, non, c'est bien parce que voilà, on nationalise pour sauver le pays. Oui, mais derrière, vous créez quand même une injustice vis-à-vis de certaines personnes. Après, ça c'est un débat de moralité. Moi, je rentre pas dedans, je vous laisse rentrer dedans dans les commentaires. Il va également imposer la libyanisation des entreprises. Ça veut dire que vous, demain, si vous voulez ouvrir une entreprise en Libye, à cette époque-là, vous devez avoir avec vous 50% de l'entreprise qui appartient à un Libyen ou minimalement 50% de votre masse salariale doit être libyenne, dont des cadres et des hauts cadres libyens. Donc, c'est des mesures qui, en réalité, font beaucoup plaisir à un peuple libyen extrêmement pauvre qui ne s'en sortait pas et qui était opprimé par la monarchie, mais qui derrière peut déstabiliser certaines personnes lorsqu'on regarde et qu'on dézoome ça de loin. Mais ce n'est pas tout. Kadhafi, il a vraiment une dent solide contre les Italiens, qu'on peut comprendre. Et il va commencer une expropriation violente mais rapide. Ça veut dire très très rapidement, il exproprie tous les Italiens qui ont des grands terrains, de grands champs, des hectares et des hectares de terre qu'ils avaient eux-mêmes spoliés finalement aux Libyens d'antan. Donc, on reprend ce qu'ils ont pris dans la violence. Et Kadhafi va utiliser maintenant ces nouvelles terres-là pour créer de nouveaux projets. Et il sent que ça crée quand même à l'international des remous. Ça commence à être moins tranquille du côté occidental. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Très tranquillement, mais de façon très intelligente, il va sortir les documents de location des terrains, des bases militaires, etc. Il va dire que les loyers, les baux, un bail des baux, les baux sont expirés et que l'armée ne sera pas autorisée à renouveler son bail. L'armée américaine ne sera pas autorisée et l'armée britannique non plus. Donc, c'est une façon très diplomatique de dire, chers messieurs, s'il vous plaît, prenez vos armes, vos bagages, vos machins, quittez mon pays. Et c'est de cette façon-là qu'il va faire partir les armées britanniques, américaines et toutes les autres armées étrangères qui ne sont pas des armées libyennes. Les camps vont être baptisés au nom de Gamal Abdel Nasser et puis d'un autre conquérant arabe. Et puis voilà, il va vraiment nationaliser, libyaniser ces camps-là et plein d'autres infrastructures laissées par les colons. Maintenant qu'il a la main mise sur l'argent des banques, qu'il a les terrains, et qu'il a réussi à faire sortir les armées étrangères. Parce que quand vous avez une armée étrangère sur votre sol, du jour au lendemain, vous pouvez être descendu. C'est très factuel. Donc, il va, maintenant qu'il a fait le ménage, il a balayé tout, il va maintenant s'occuper tranquillement du pétrole. L'équipe de Kadhafi, lorsqu'ils analysent les chiffres un peu du pétrole, ils se rendent compte que la Libye, c'est environ 2 millions de barils de pétrole brut par année. Ce qui équivaut à peu près 1,2 milliard de dollars chaque année de revenus pour la Libye. Sauf que la Libye ne touche pas ces revenus-là. En fait, une partie de ce milliard était donnée à la monarchie pour les calmer et le reste était tout simplement gratuit. Donc, Kadhafi se dit, bon, on va d'abord essayer de récupérer ces 1 milliard et progressivement, on va aller de l'avant.
Du coup, il commence une négociation dans laquelle il va demander une augmentation du prix de l'unité du baril à 40 centimes. Sur le coup, même le secrétaire d'État américain affirme que cette demande d'augmentation de 40 centimes sur le brut libyen est très peu demandée et est une demande vraiment normale. En fait, le secrétaire d'État américain est même d'avis que on a une aubaine parce qu'il n'en demande pas trop. Alors payez-lui ça. Sauf que les compagnies privées britanniques, américaines et françaises sont habituées à traiter avec la monarchie corrompue qui laisse faire les choses. Ils sont outrés par cette demande et se disent « Mais c'est qui ce monsieur qui pense qu'il peut nous dicter nos lois? C'est nous, les boss du pétrole en Libye. » Ils vont refuser et imposer à Kadhafi une augmentation de 10 centimes à la place des 40. Et c'est là que Kadhafi va sortir sa phrase culte « Le pétrole, en Libye, on a vécu des centaines d'années sans. Le peuple libyen peut encore vivre sans ce pétrole-là quelques années en plus, ça ne nous dérange pas. Mais est-ce que vous, vos populations peuvent vivre sans pétrole? » De leur côté, les compagnies privées pensent que Kadhafi est en train de menacer dans le vent, le chien aboie, la caravane passe, vous voyez ce genre de choses. Ils se disent, bon, Kadhafi parle, mais il n'y a rien. Sauf que Kadhafi va commencer à mettre la pression avec son équipe. Il va refuser des visas pour plein d'employés, d'entreprises qu'ils essayent de faire venir de l'extérieur. On refuse les visas. On va empêcher le renouvellement des baux. On va commencer à envoyer les impôts, le fisc, chaque 2 jours pour faire des contrôles. On va fermer les raffineries pour vérifier telle ou telle chose. Mettre des pressions. Et au final, il y a eu une guerre aussi à l'interne entre les différents États alliés entre griffes. Parce qu'en Occident, le pétrole est une affaire de qui sera devant qui. Parce que la France veut que ses entreprises pétrolières soient au top du monde. Les États-Unis veulent la même chose, la Grande-Bretagne veut la même chose. Donc c'est sur ça que Kadhafi va jouer. Il va commencer à discuter avec tel président sans en parler à l'autre. Et dans cette stratégie du diviser pour mieux régner, l'erreur c'est que ces présidents d'entreprises pétrolières occidentales se parlent tout le temps. Sauf qu'il y aura une faille dans le fait que certaines de ces entreprises-là, beaucoup plus petites, sont prêtes à négocier avec Kadhafi. Et c'est comme ça qu'il va s'engouffrer dans la faille et il va faire plier les entreprises internationales qui seront obligées de négocier une augmentation de 37,5 centimes à la place des 40. En réalité, c'est une négociation juste pour ne pas dire on a perdu. Ils auraient payé les 40, mais l'ego était trop fort. Ils ont essayé de négocier. Kadhafi a laissé passer parce qu'il savait ce qu'il voulait faire. Mais vous savez, généralement, dans nos vidéos, sur toute la chaîne, vous verrez que très, très rapidement, on parle des services secrets. Par exemple, la CIA, le MI6, la DGSE. Donc, en fait, ces services secrets-là sont là. On en a 4 principaux. On a la CIA avec les États-Unis, la DGSE qui s'appelait pas comme ça, je pense. Je sais même plus comment il s'appelait pour la France. On a le MI6 pour la Grande-Bretagne. Mais on a aussi le KGB avec l'URSS. Et en fait, Kadhafi, il va vraiment jouer avec tout ça. Parce que il sait très bien que la CIA le guette. Il sait aussi que le MI6 le regarde et que la DGSE aussi. Mais il sait particulièrement que les Américains ne permettront pas aux Britanniques et aux Français d'attaquer la Libye à condition que la Libye serve un intérêt américain plus important que le pétrole. À cette période-là, il y a une seule chose plus importante que le pétrole pour les Américains, c'est la guerre contre l'URSS. Et Kadhafi en est conscient. Mais ça tombe bien parce que Kadhafi, à cette époque-là, il est très critique envers l'URSS. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? Je ne sais pas. Mais il est très critique envers l'URSS parce qu'il est contre les idées athées du marxisme et il est aussi d'avis qu'en fait, l'URSS, c'est exactement la même chose que les États-Unis. Ce sont des colons qui utilisent d'autres mots, mais qui veulent quand même coloniser et agrandir leur zone d'influence. Donc pour lui, choisir l'URSS ou les États-Unis, ça revient à la même chose. Et aujourd'hui, sur le continent, c'est malheureux, mais beaucoup de pays africains ne comprennent pas ça. Choisir entre la Russie ou les États-Unis, c'est la même chose. C'est une question d'intérêt. Qu'est-ce que votre pays a à gagner avec l'un ou l'autre? C'est aussi simple que ça. Donc, en dehors du côté que Kadhafi, vraiment, il bloque les envies expansionnistes de l'URSS, les États-Unis l'auraient peut-être sauté il y a longtemps ou auraient essayé de le sauter plus que ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont soutenu des coups d'État de l'ancienne monarchie. Par contre, vu qu'ils bloquent le communisme, ils bloquent l'URSS,
on le tolère. On le tolère dans la région. Et il y a aussi un événement qui va arriver et qui va accélérer le développement de la Libye. Vraiment, on est dans une période où les planètes s'alignent pour Kadhafi. En répression au soutien des États occidentaux à Israël lors de la guerre contre les Arabes décident simplement de mettre des embargos sur le pétrole en augmentant les prix de façon ridiculement haute. En tout cas, selon les Occidentaux, c'est chaud. Ce qui va créer plus tard dans l'histoire ce qu'on va appeler le choc pétrolier. Et en fait, ce choc pétrolier-là, Kadhafi en est quand même à la base aussi. Parce que quand lui va réussir à négocier les 40 centimes supplémentaires sur le prix de son brut, les États arabes, plus le Nigeria et les autres États exportateurs de pétrole, donc l'OPEP en général, ils vont se dire, mais d'habitude, nous, on ne négocie pas. C'est eux qui fixent les prix. Ah, mais en fait, nous pouvons nous-mêmes aussi fixer nos prix. C'est nous qui exportons le pétrole finalement. Donc, ils vont décider de passer le prix du pétrole x4. Je pense que le prix était à 3 quelque chose et il est passé à 11,65 $, soit 70% d'augmentation. Mais Kadhafi n'est pas comme les autres. Quand tous les autres pays passent à 11,64 $, Kadhafi, lui, décide de passer à 18,76 $ le baril. Et il réussit à convaincre le Nigeria de le suivre dans cette folie. Mais une folie qui va permettre à la Libye de multiplier ses revenus annuels grâce au pétrole par 3. On passe de 1,350 milliard de revenus annuels en 1970 à 2,223 milliard en 1973, donc en 3 ans on double, et avec des réserves de change de 2 milliards de dollars. Puis en 1977, la Libye passe à 8 milliards de dollars de revenus par rapport au pétrole. Et si vous voulez un peu avoir une idée, 2 milliards de dollars à l'époque, dans les années 70, équivalent à 17 milliards de dollars aujourd'hui, ce qui serait équivalent au PIB national d'un pays comme le Togo, par exemple. Donc, comprenez ici que Kadhafi, il crée un miracle en Libye. Et lui et son gouvernement, quoi qu'on dise, ils vont faire profiter la population de cet argent. Sur le terrain, les Libyens, la Libye devient un des pays les plus prospères. Alors que sous le roi Idriss, c'était l'un des pays les plus pauvres du monde, avec 94% de sa population analphabète, mais 40% de mortalité infantile. Vous comprenez ici que Kadhafi, il a vraiment changé les choses dans le pays au début. Le PIB par habitant des Libyens à l'époque est plus élevé que celui de la France et de la Grande-Bretagne. Les Libyens vivent tellement bien qu'ils ne sortent même plus du pays. Sauf qu'à l'intérieur de la Libye, Kadhafi va quand même réussir à s'attirer les foudres de certaines personnes. Il faut qu'on se le dise. Parce que ces politiques très sociales, très généreuses, vont créer des problèmes parce que en Libye, il y avait des gens riches qui ont été spoliés. Parce que lorsque Kadhafi lance par exemple sa politique de tous les Libyens ont droit à une seule maison, tous les entrepreneurs qui avaient beaucoup de maisons, qui vendaient des maisons et tout, se sont vus retirer leurs biens alors que certains les ont peut-être construits en souffrant. Ils n'étaient pas tous malhonnêtes, les entrepreneurs libyens. Donc, il va se mettre à dos une partie de la Libye, mais pas qu'une n'importe quelle partie, des gens riches et puissants. De l'autre côté, vous savez, Kadhafi, il avait mis en place aussi le concept d'Amazon. Ça arrive plus tard. Mais son concept d'Amazon, c'était des femmes dans l'armée durement entraînées. Il paraît qu'elles étaient vierges, toutes en dévotion totale au guide. Et beaucoup de gens vont utiliser le fait qu'elles soient vierges et tout pour en faire une histoire bizarre qui disait que ouais, Kadhafi, il aime les vierges, des choses. Bref, je ne rentre pas dans ça. Mais ce que je voulais vraiment souligner dans cette section-là, c'est que dans la spiritualité en général, autant africaine, islamique, chrétienne, dans la spiritualité en général, vous allez remarquer que, religion monothéiste ou pas, le fait de ne pas s'adonner à des relations sexuelles dans l'objectif d'atteindre un certain but vous rend plus fort. En islam, par exemple, pendant le ramadan, vu que vous êtes en train de jeûner, on vous demande de laisser tomber ce genre de choses. Dans la chrétienté, les prêtres n'ont pas de relation. Ils sont dévoués au Seigneur. Les sœurs, c'est la même chose. Les frères, dans la spiritualité africaine ancestrale aussi, c'est la même chose.
il y avait des périodes lorsque vous voulez atteindre certains objectifs et que vous sentez que vous êtes bloqué, on vous demande de fermer tout. Plus de relations sexuelles, plus de ceci, cela, beaucoup de méditation. Donc, Kadhafi, qui est un grand croyant et qui, voilà, en griffin érudit du Coran, il sait ça, c'est sûr. Donc, quand il met en place ce genre de choses, il ne faut pas toujours voir le côté obscur. Il y a souvent juste des prétentions spirituelles, des choses comme ça. Mais bref, ça, c'était encore une digression, une grosse parenthèse. Donc, Kadhafi va donner beaucoup plus de droits aux femmes, leur permettre de divorcer, leur permettre d'avoir leurs propres activités, leurs propres biens, etc., etc. Ce qui va mettre vraiment beaucoup d'islamistes radicaux en four avec lui. Donc, il se crée deux grands ennemis. Premier grand ennemi, les riches, qui ont été spoliés. Deuxième grand ennemi, les islamistes radicaux. Et en plus, dans ces islamistes radicaux-là, il va encore se créer d'autres ennemis lorsqu'il va se mêler des choses de l'Irak, etc. Donc, essayez de bien retenir ça. C'est un musulman, il prône vraiment l'islam, mais il est contre l'islamisme radical parce qu'on va aussi l'accuser de ça après. Par contre, il va donner beaucoup de droits aux femmes, se créer des ennemis, et aussi il va retirer beaucoup de choses aux riches. Aussi, ce qu'il faut dire, c'est que Kadhafi a vraiment une obsession et pour Nasser et pour le panarabisme. Donc, lorsque Nasser décède et que les différents dispositifs qui avaient été mis en place pour que la Libye et l'Égypte fusionnent sont ralentis, parce que le successeur de Nasser, El Sadat, n'est pas en hauteur de sainteté avec Kadhafi. Ils ne s'entendent pas trop. Donc, lorsque Nasser il décède, Kadhafi se considère comme son digne successeur dans cette volonté de panarabisme. Sauf que, comme je l'avais dit, Nasser, lui, il avait réussi à réunir les personnalités arabes puissantes. Sauf que Kadhafi, lui, il s'est créé des ennemis parmi ses personnalités. Par exemple, El Sadat et lui ne s'entendaient pas parce qu'El Sadat considérait qu'il était trop impulsif et qu'il créait trop de problèmes. Parallèlement à ça, ils avaient mis en place une sorte de fusion potentielle avec le Soudan de Ghaffar el-Mimiri. Mimiri qui sera d'ailleurs soutenu par Kadhafi lorsqu'il y aura des tentatives de déstabilisation pour le sortir de pouvoir. Sauf que, malgré toute l'implication de Kadhafi pour soutenir Mimiri va lui tourner le dos et Kadhafi va le prendre très mal. Et dans cette volonté du panarabisme, d'unir les Arabes, Kadhafi va soutenir des choses très graves. Par exemple, au Soudan, en soutenant Nimeri, Kadhafi va tuer beaucoup d'innocents. C'est une réalité, mais pas que, parce que derrière, il va également aller jusqu'à soutenir Idi Amin Dada, un homme sanguinaire. On sait que le personnage est sanguinaire, mais il va le soutenir parce que simplement ce monsieur-là était d'accord de se convertir à l'islam et de participer à tout ce côté musulman, et voilà. Donc Kadhafi va faire tuer beaucoup d'innocents en soutenant des rébellions, en tentant de déstabiliser des pays juste parce qu'il ne voulait pas de certains chefs. Et c'est ça le problème aussi qu'il va avoir avec certains membres de son gouvernement. Parce que petit à petit, Kadhafi va commencer à se considérer comme le seul ayant les idées claires sur ce qu'il faut faire en Afrique. Plus seulement en Libye, mais en Afrique en général. Si toi tu es président de tel pays et que tu ne soutiens pas telle ou telle doctrine, disons le panarabisme, et que tu es dans un pays maghrébin, mais Kadhafi fera tout son possible pour te sauter, quitte à ce que des civils dans ton pays meurent. Donc il va vraiment déstabiliser beaucoup de pays, juste parce que lui, il voulait le panarabisme, et voilà. Mais tout le monde n'est pas forcément d'accord avec tes idées, mon cher ami. Au sein de son gouvernement, beaucoup aussi vont commencer à s'écarter, à s'isoler, à se dire « ça devient bizarre » parce qu'ils trouvent que Kadhafi est trop autoritaire et n'écoute pas ce qu'on lui dit. Il prend des décisions, il les fait exécuter, et après, quand on essaie de lui dire que c'était pas correct, il s'en fout, il s'énerve, il est devenu autoritaire. Parce que Kadhafi, il avait sa vision et il voulait pas qu'on l'en détourne. Donc, malgré tous les financements de Kadhafi à l'Égypte, aux pays arabes, à tout ça, le 6 octobre 1973, l'Égypte et la Syrie lancent une attaque foudroyante sur Israël. L'Égypte récupère le Sinaï et puis la Syrie aussi arrive à récupérer des territoires. Bref, il y a une guerre. Les États-Unis viennent en soutien à Israël. La guerre finie, les Arabes ont encore perdu. Mais ce qui rend fou de rage Kadhafi, c'est qu'il n'a pas été mis au courant en avance par ses soi-disant alliés. Parce qu'à cette époque, la Libye, l'Égypte et la Syrie sont dans un processus
de fusion. Mais on se rend bien compte qu'en réalité, Kadhafi était seul dans ce processus de fusion. Et ça le rend tellement fou que lors de la mort de Sadat, 8 ans jour pour jour, parce que Sadat décède le 6 octobre 1981, 8 ans jour pour jour après avoir déclenché cette guerre, Kadhafi jubile. La Libye est en fête. Tout le monde est heureux de la mort du traître. Parce que Sadat a signé des traités avec Israël et les États-Unis pour faire la paix. Parce que lui, dans son entendement, il fallait arrêter la guerre pour avancer en Égypte. Mais bon, chacun a sa façon de voir les choses. Parce que pour Kadhafi, il venait de cracher sur la tombe de Nasser. Mais c'est comme ça que progressivement, Kadhafi va finir par laisser tomber les Arabes parce qu'il s'entend pas trop avec les Marocains, il s'entend pas trop avec, il s'entend plus trop avec l'Égypte, il s'entend plus avec du tout le Soudan. Il commence à même essayer de déstabiliser le Soudan. Il commence à déstabiliser tel ou tel pays arabe. Il se dit, les Arabes sont pas prêts pour ça. Bon, on va faire le panafricanisme au complet. Donc, c'est là que Kadhafi devient panafricaniste en réalité. C'est parce qu'il perd le soutien des Arabes et que son projet de panarabisme ne fonctionne pas qu'il se tourne vers l'Afrique subsaharienne. Et donc, c'est comme ça que progressivement, il va commencer aussi à tenter de récupérer le Tchad et voilà, on va y venir. Mais le plus important ici, c'est que dans cette transition-là, on va arriver vers un nouveau Kadhafi. Parce qu'en 1977, Kadhafi sort la troisième théorie, son livre vert. Et dans son livre vert, il fait un mix entre le capitalisme et le socialisme qu'il trouve dans lesquels il voit deux extrêmes complètement inutiles qui ne créent que des problèmes. Il crée son propre socialisme qu'il applique à la Libye. Sauf que dans cette troisième théorie, Kadhafi n'est ni chef d'État, ni secrétaire d'État, ni premier ministre. Kadhafi devient le guide de la toute nouvelle Jamaïria libyenne. Et il décide que le guide est un personnage qu'on ne peut pas changer. C'est le guide. Il guide le peuple dans son avancée vers le développement. Au sein de son gouvernement, les gens vont voir ça d'un très mauvais œil. Et c'est en ce moment-là que vont commencer les représailles violentes. C'est en ce moment-là que vont commencer à s'ouvrir des camps dans lesquels il va séquestrer des gens. C'est dans cette même période-là qu'on va commencer à voir apparaître des exécutions publiques, des exécutions sommaires, des dénonciations, des choses vraiment violentes et peu recommandées, surtout lorsque tu te définis comme celui qui veut aider son peuple à aller de l'avant. Par la suite, Kadhafi va commencer à fricoter avec le KGB dans le sens d'exercice militaire et voilà, tout en faisant croire à la CIA qu'il est anti-soviétique. De l'autre côté, il a de bonnes relations avec la France parce qu'il achète énormément d'armes à la France, qui ne pouvait pas espérer meilleur acheteur, c'était son meilleur client. Et les Britanniques, il les calme simplement avec des contraintes sur le pétrole. Donc, il arrive à garder un équilibre des forces. Il va se mettre à dos la France progressivement lorsqu'il va commencer à lorgner sur le Tchad, mais surtout sur l'uranium nigérien avec lequel il veut fabriquer une bombe atomique. Ce programme de bombe atomique et aussi son programme spatial vont créer des problèmes avec les Américains. Et à la fin de la guerre froide, il va perdre le KGB parce que l'Union soviétique, une fois effondrée, la Fédération de Russie va commencer à faire ami-ami avec les États-Unis pour limiter la casse. Donc, vous voyez qu'on passe de quelqu'un qui navigue très facilement avec les organisations internationales, avec les États-Unis, les 4 grandes puissances, à quelqu'un qui va se retrouver en face de 4 ennemis en même temps, tout simplement parce que les planètes ne sont plus alignées. Donc vous comprenez que la suite va être extrêmement compliquée pour Kadhafi, qui voit aussi son entourage le lâcher progressivement. Et en plus, l'OPEP va peu à peu aussi lâcher du lest par rapport au pétrole, parce qu'on va avoir beaucoup de nouveaux producteurs de pétrole arriver sur la scène internationale, des producteurs de pétrole qui vont casser les prix et l'OPEP va devenir moins puissante. Donc en fait, Kadhafi va perdre certains leviers. Et dans la deuxième partie, dans une autre vidéo, nous allons voir ces problématiques-là. Donc en fait, j'ai essayé de donner le maximum de détails sur l'arrivée de Kadhafi jusqu'à une certaine période où les tumultes vont commencer sérieusement. À date, on peut presque dire que Kadhafi s'en sort bien, mais on commence à avoir des remous.
Dans la deuxième partie, nous allons parler de ces remous-là. Et soit on va terminer dans la deuxième partie, soit on va faire une troisième partie où on va parler de comment est-ce que les États-Unis ont fait croire au monde entier que ce n'était que la France qui a tué Kadhafi, alors qu'en réalité, ils y sont pour la plupart des choses qui vont faire tuer Kadhafi. Donc bref, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo qui sera extrêmement longue de ce que je vois parce que j'avais prévu de faire une vidéo de 35 minutes pour la première partie. Parce que vu qu'on vient de revenir sur la chaîne, je voulais pas vous assommer avec une grande vidéo. Mais malheureusement, vous me connaissez, je parle trop, c'est trop intéressant. On est sur des trucs vraiment passionnants. On apprend des choses. Bref, c'est vraiment difficile de couper parce que voilà, il faut qu'on se dise les choses. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de ne pas avoir abandonné la chaîne. Donc, merci encore d'avoir suivi la vidéo. On se prend sur la prochaine. Ciao.